Allons-y. Ça y est, on décolle. Moteur! Oh putain, moteur! Et bonjour! Bienvenue dans cette nouvelle émission dont n'est pas filmée, l'émission Cinéma de Station B, évidemment en collaboration avec le Cinéma Luxe. Et je suis autour d'une belle table, une très belle table. Je suis très content de vous retrouver autour d'une émission sur le thème, alors jeux vidéo, mais on va revenir aussi sur le film The Insider de Soderbergh, son deuxième film cette année. On va voir si on a aimé. Je vous rassure, il y aura du débat, ça va être un peu plus houleux, il n'y aura pas forcément que des gens pour et que des gens contre. Minecraft, cependant, le film qu'on va principalement critiquer et qu'on va d'ailleurs un peu épiloguer puisqu'on va revenir sur les adaptations vidéoludiques, ça, on est moins sûr. Hein. Ça, je pense qu'on va beaucoup plus critiquer ce film. On est moins dans la complaisance, mais on a nos raisons. Et on a évidemment le grand fan de films qu'il déteste, on va dire. C'est-à-dire que vraiment, cette fois-ci encore, je crois qu'il n'a aimé aucun film. Lenny, encore une fois, une légitimité de malade, hein, justement, d'être ici. Bonjour Lenny. Bah bonjour, écoute, toujours un plaisir pour cracher ma bile sur les films. Ah oui, ta bile carrément. Ah oui, bah c'est ça après l'amour vomi, du cinéma. Exactement, bah. Ah, c'est bien. C'est ça l'amour du cinéma, non ? Oui. C'est dire à quel point on déteste des films, non ? Tu sais que t'es pas obligé de venir si t'aimes absolument rien. Hein. Bah si, parce que sinon c'est pas filmé. Ah, tout de suite, sa légitimité, oui, moi je suis filmé, donc j'ai une légitimité. On verra encore une fois. Si je vois un petit gamin qui filme dans la rue, je le prends et il nous filme. Et toi, t'es viré. Ça, c'est dit. Pleure pas. On passe tout de suite à la suite. C'est avec Aline. Comment vas-tu, Aline ? Je vais très bien, merci. Ah, je me suis auto-applaudie, marrant. Oui, c'est vrai. Pas mal, bien joué, Aline. Comment vas-tu ? Bah, très bien. Et Bien alors mieux que vous après Minecraft, apparemment. Oui, on va voir ça. Enfin, attends, il faut bien aimer ce film, il faut en dire du bien. On va essayer un peu quand même de faire un contre-pied tout de même, parce qu'on peut pas dire qu'on aime, enfin qu'on déteste totalement un film. On verra, on essaye quand même d'être un minimum impartial tout de même. Et Aline, justement, tu es là pour ça, parce que toi, tu aimes beaucoup de choses et je crois que tu adores Insider. Ah bah, mon coup de cœur. Donc, je suis très contente d'avoir ma place dans cette chronique. Ah, bon, bah, un énorme super, coup de cœur. Ouais. Super. Bon, enfin quelqu'un qui va dire du bien d'un film. Ça va être cool. Ah, bah, j'ai très hâte. Evan, comment vas-tu ? Bonjour, ça va ? Ça va et toi ? Bah ouais, super. Alors, super, très content d'être là. Oui, puis en plus, toi, tu nous as préparé une critique à toi, puisque tu as été justement le seul à avoir le film. Alors, tu peux l'épeler parce que sinon, moi, je vais... Tardes de Soledad. Voilà, super. Donc, tu vas faire une micro-critique autour. Évidemment, tu l'as bien aimé, sinon tu ferais pas une micro-critique dessus. Donc, on a bien hâte de voir cela. Et on a Ellie. Comment vas-tu, Ellie ? Toujours compliqué, mais je suis là. Bon, bah parfait. Bah écoute, toi, tu vas être autour, évidemment, plus de tout ce qui est l'univers des jeux vidéo. Alors, tu vas faire une petite critique Minecraft avec nous. Et pareil, tu vas débattre, évidemment, autour des adaptations vidéoludiques. Parce que tu as un autre petit conseil à donner. Si jamais on n'a pas aimé Minecraft, il y a un autre film à voir. Et tu sauras nous le conseiller. Mais tout de suite, justement, on va retrouver une petite interview. On va retrouver Fabienne Duluxe de Ciné Relax, puisqu'elle va nous présenter cet événement au Cinéma Luxe. Pauvre type, espèce de con, t'es vraiment rien qu'une merde. Et merci beaucoup Benjamin. Alors je suis avec Fabienne qui nous a rejoint en studio. Fabienne, tu es salariée au Cinéma Luxe à Caen et tu es chargée du dispositif Ciné Relax. Bonjour Fabienne. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer en quoi ça consiste exactement les ciné-relax ? D'où est-ce que ça vient ? Alors, les séances ciné-relax sont organisées en partenariat avec le CCAS de la ville de Caen, Mission Ville Handicap. Ce sont eux qui nous ont sollicités pour mettre en place ces séances au Cinéma Luxe. Donc, c'est des séances de cinéma qui sont accessibles aux personnes en situation de handicap, qui sont d'habitude exclues des salles en raison de comportements inhabituels. Donc, ça peut être des vocalises, gesticuler, avoir besoin de se lever, sortir et rentrer de la salle. Et donc ces personnes-là qui sont généralement regardées bizarrement dans une salle de cinéma où souvent le silence est d'or, là elles peuvent s'exprimer et exprimer leurs émotions comme elles le souhaitent. Ok, alors j'imagine que du coup ça doit demander une programmation spécifique adaptée à un tel public. Alors oui et non, parce qu'on s'adapte, on prend les films de l'actualité qui sortent au luxe. On est un peu sur le jeune public, mais pas que. Donc on prend les films qu'on peut proposer au luxe en sortie nationale, sachant qu'il faut que les films soient... la spécificité quand même, c'est que le film
film soit disponible avec les sous-titrages sourds et malentendants et la possibilité d'audiodescription puisqu'on considère aussi les handicaps sensoriels. Et concrètement, comment ça se passe ? Est-ce que les spectateurs qui, a priori, ne sont pas concernés par le dispositif et comment ils sont au courant ? Et comment se passe l'accueil ? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont dans la salle pour surveiller, etc., etc. Oui, alors justement, la spécificité de ces séances, c'est qu'elles sont accompagnées par une équipe de bénévoles. Donc on est 6 à 8 bénévoles par séance qui informent le public puisque les séances sont inclusives. Donc elles ne sont pas du tout réservées à un public porteur de handicap. Elles sont vraiment inclusives et tout le monde peut y accéder. Donc il y a une information en début quand on vend les billets et puis tous les gens sont accompagnés dans la salle. Il y a un accueil en salle et un accueil pendant la séance. Si les gens ont besoin de sortir ou de rentrer de la salle, ils sont accompagnés par les bénévoles. Et le dispositif, il marche bien. Alors je crois que ça partait d'une demande à la base. Et donc est-ce que les gens répondent présents ? Oui, tout à fait. Donc comme je le disais, ça part d'une demande du CCS de la ville de Caen, Mission Ville Handicap, qui eux-mêmes avaient été sollicités par des familles avec enfants porteurs de handicap qui voulaient justement que leurs enfants puissent accéder au cinéma. Ça marche plutôt bien, puisqu'on a déjà fait une douzaine de séances et on a atteint le cap des 1000 spectateurs la fois dernière. Et si je veux devenir bénévole pour aider au Ciné Relax, est-ce que je peux te contacter ? Tout à fait, vous pouvez nous contacter donc soit directement au Luxe, soit via le CCS de la ville de Caen. On a déjà une petite équipe, mais tout le monde peut rejoindre le dispositif, au contraire. Tout le monde est bienvenu. Et dernière petite question, quand est la prochaine séance et qu'est-ce qu'on va passer comme film ? Alors la prochaine séance, ce sera le mercredi 16 avril pendant les vacances. Là pour le coup, on a fait un petit écart sur la programmation puisqu'il n'y avait rien qui nous satisfaisait sur l'actualité. Donc on va proposer Mon voisin Totoro, un grand classique du cinéma d'animation. Oh, trop bien. J'avais même pas percuté sur l'info. Très bien. Et merci beaucoup Fabienne du Luxe. Et à vous les studios, je te laisse la parole. Benjamin. Ce soir, j'ai préparé des poquettes de dinde. C'est fin, ça se mange sans fin. Et merci beaucoup à Lazare et Fabienne pour cette petite présentation du Ciné Relax. Désormais, alors là, ça va être plus houleux, puisqu'on va parler de Insider, The Insider, le deuxième film de Soderbergh cette année, puisqu'on a déjà fait une critique d'ailleurs d'un film de Soderbergh qui était présent et qu'on avait plutôt apprécié, honnêtement, de mémoire, Lenny, tous les deux. Bah oui, c'est même l'un des rares films que j'ai aimé. C'est vrai que tu avais trouvé ça plutôt intelligent. Oui, qui était un film, mine de rien, très plan séquence, et si je ne m'abuse, on avait spéculé, parce que je ne sais pas si on avait eu l'info, mais qui était possiblement fait à l'iPhone. Oui, parce qu'il avait déjà fait ça avec Paranoia, de mémoire, que j'avais bien aimé aussi. Donc Soderbergh, en soi, c'est un réalisateur qu'on apprécie particulièrement. Alors, est-ce que ce The Insider vaut le coup ? Where are you off to? Black bag. Right. You asked how it works. To be with someone in this business, this is how. You each know what you know and you know what you'll do and you never discuss certain things again. Et comme on a pu l'entendre, alors c'est The Insider en français, mais en réalité le nom anglais, Lenny, c'est... Black Bag. Black Bag, qui en fait est une traduction de confidentiel en soi, ou secret défense un peu, puisque ça suit le couple de Cate Blanchett et Fassbender qui se suspectent plus ou moins, puisqu'il y a des rumeurs comme quoi apparemment Cate Blanchett, donc la femme de Fassbender, pourrait potentiellement être une espionne russe ou alors qui aurait des liens avec la Russie pour un projet qui le but c'est de tuer, voilà, tout simplement. C'est assez con, on va dire, dans l'idée sur ce postulat-là, mais il y a quand même de l'intelligence dans ce film, puisque ça va jouer autour de manipulation, c'est un film d'espionnage. Est-ce que c'est plus intelligent que Présence ou les films à concept qu'il aime faire, puisque là c'est un concept total, 1h30, ça dure pas si longtemps et on suit vraiment une intrigue, limite un petit thriller entier avec une unité de temps, puisque c'est vrai que ça se suit quand même assez rapidement. On a le samedi, dimanche, lundi, mardi qui découlent. Alors, on va commencer par celle qui aime le plus le film, de ce que j'ai compris. Aline, alors t'as particulièrement aimé. Le mot est faible, j'ai adoré. Quoi que je pourrais y retourner
sous la violence, quoi. Non, en vrai, j'ai pas tant aimé. Ah, dommage, disclaimer. Oh la blague est terminée. C'est fini. Bah les masques. Exactement. Poisson d'avril en retard. Pas mal celle-là. Oui. Non, j'ai pas tant aimé. Alors déjà, le contexte, c'est que je suis pas forcément une grande fan, surtout connaisseuse du cinéma de Soderbergh de base. Je crois que j'ai juste vu les Ocean 12, 11, etc. Et je l'ai vu en foncé. Donc ça m'a un peu sorti du film, mais j'avais pas le choix en termes d'emploi du temps. Après Fassbender, la voix française de Fassbender, elle est incroyable. Oui, non, ça va, c'était pas une doublure horrible, même les autres personnages, hein. Mais je pense que ça m'a un peu sorti. Non, en fait, c'est que j'ai été un peu déçue parce qu'au début du film, je trouve que c'est un début tout en tension, où je me suis dit, ok, cool, on a direct un contexte, on a une musique derrière, un tempo très en tension, justement, donc moi, la première, j'étais là, ok, cool, je suis déjà dedans, qu'est-ce qui va se passer ? Et en fait, je suis ressortie en n'ayant pas forcément eu ce que je voulais voir, dans le sens où je trouve que le scénario, il est plutôt bien pensé, mais en même temps assez évident. Enfin, je me suis pas laissé surprendre par un plot twist ou quelque chose. Après, est-ce que c'était le but ? Peut-être pas. Donc voilà, je suis pas très friand des films d'espionnage de base, mais j'avais la curiosité d'y aller par rapport au casting. Et justement, ce casting, pareil, je me suis dit, ok, les personnages, j'aime bien. L'écriture, en fait, un peu... je suis assez d'accord avec ce que Lenny dit souvent sur les films. Pour une fois, je rejoins Lenny. Pour une fois. C'est qu'on est vraiment sur un début de quelque chose, pour moi, où il y a une écriture de personnage qui est intéressante, mais qui n'est pas approfondie. Et limite, qui est un peu... pas obsèque... pas comment dire, grotesque presque, parce que en fait je me dis il y a le personnage justement très mystérieux et puis il y a le lourdeau et puis il y a celui qui a vraiment le double profil filature, et tout ça sous l'égide d'un sous-entendu autour de la fidélité et l'infidélité, puisqu'on comme on est sur de l'espionnage, qui joue ou qui manipule l'autre, mais aussi surtout dans les relations, et ce qui est d'ailleurs le sujet en mode Fassbender a toujours été vu comme un fervent, fidèle à sa femme Cate Blanchett. Cate Blanchett de même si on commence le film en disant que non, apparemment elle est en train de faire des entourloupes derrière son dos, mais il y a tout ça comme sous-entendu, donc c'est vrai que ça peut aussi refroidir ce côté immature entre guillemets, parce que tout le film va parler de ça en réalité, de la fidélité ou de l'infidélité de tous les personnages entre eux, puisqu'ils ont tous des relations en plus entre eux. Non, je suis d'accord, ça fait partie des points positifs que j'ai quand même relevés, parce qu'il y en a. C'est justement, j'ai bien aimé le fait qu'il y ait un peu une double lecture, que derrière ce film qui frontalement parle d'espionnage, en fait, est tapis derrière une histoire justement de, comme tu dis, d'infidélité. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Après, c'est pas pour autant que ça m'a attrapé. Ça dure 1h30, c'est bien. Peut-être que plus... je vois pas ce qu'on aurait pu rajouter, mais je vois pas non plus ce qui aurait pu être enlevé. Pour le coup, je me suis pas dit, bon, ça c'est vraiment trop. Mais je sais pas, en fait, j'ai trouvé un peu le déroulé un peu facile, quoi, à la fin... tout. Voilà. J'en dirai pas plus, mais... Oui, parce qu'on va passer après pour une petite partie spoiler, histoire de se défouler même un petit peu. Evan, alors... Tu as vu aussi le film sous cet œil aussi, de films que tu as trouvé pas forcément efficace dans tout ce qu'il proposait ? Si, moi je l'ai trouvé... non, moi je suis satisfait par le film, je le trouve vraiment efficace, très fluide, et après voilà, j'ai pas grand chose à en dire, mais en fait ce qui est bien, c'est que c'est un film, tu sens qu'il joue avec son économie de moyens. Tu sens que le budget il est un peu serré et qu'il n'y a pas beaucoup de thunes dedans, parce que globalement t'as pas beaucoup de décors et tout, quasi huis clos même dans 3 lieux grand max. Et donc et du coup c'est très verbeux et ça parle énormément et tout, mais j'ai trouvé que c'était plutôt bien écrit, les retournements aussi, ça passe tout seul, voilà, c'est 1h30, ça passe tout seul quoi. Non, franchement j'ai bien aimé, c'est efficace, simple, mais voilà, c'est... Pour te rejoindre là-dessus, je trouve que le découpage et le montage, encore une fois, Soderbergh est particulièrement exigeant et ça se ressent dans cela. C'est que le film est super bien construit, je trouve, en tous les cas, là-dedans, puisque vraiment le découpage est millimétré, la maîtrise est parfaite. Justement, évidemment, Ocean 11, c'est le réalisateur de Sexe Mensonge aussi, vidéo. Présence, je trouvais ça aussi efficace, malgré le fait que c'est beaucoup de plans séquences. Quand il y avait des cuts, c'était quand même assez vite prenant. La mise en scène suit quand même ce découpage dans The Insider. Donc là-dessus, encore une fois, on peut le rejoindre, on peut encore apprécier son art, on va dire, du découpage qui est tout à fait efficace. Lenny, toi, alors...
je sais que là-dessus ça va, mais t'es pas ressorti du film de toute façon en joie. Pas forcément très très convaincu, mais un peu déçu quand justement le dernier film que j'ai vu de Soderbergh m'avait franchement plutôt convaincu. Et justement, voir un tel film justement qui se veut espionnage, presque James Bond, mais casual, dans le réalisme, dans le côté quotidien, dans ok, ils sont sympas James Bond, le côté espionnage, tout ce que tu veux, mais la réalité c'est je vais inviter mes suspects, je vais leur faire bouffer un plat avec possiblement une potion de vérité, quoi que ce soit. Je vais préparer là-dessus histoire de foutre la merde et de voir comment est-ce que ça réagit. Dans les films, pourquoi pas ? Ça peut amener à des choses. Le fait est qu'on se retrouve pour moi avec des personnages qui sont tellement froids, je n'arrive pas à m'intéresser à Fassbender, alors qu'à côté justement on a Cate Blanchett qui justement me semble être un personnage beaucoup plus intéressant, beaucoup plus diversifié et même beaucoup plus caractérisé en très très peu de temps. Alors, Aline, oui. Oui, désolé, je te coupe, mais je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, c'est que le personnage de Cate Blanchett, justement, je le trouve plus complexe comment il est présenté, et j'aurais trop aimé en voir plus, alors que celui de... J'ai oublié. Fassbender. Merci, n'importe quoi. Et qui est présenté comme très froid, mais c'est le cerveau de l'équipe, il est présenté comme vraiment le plus malin, ça nous l'est même raconté autour de la table à un moment donné de quoi il est capable, et du coup je me suis dit, et donc avec cette présentation de personnage, là ce qu'on propose c'est qu'ils mettent un truc dans le plat pour avoir ses réponses. Moi j'aurais voulu un plan hyper réfléchi où on se laisse transporter, où on ne connaît pas l'issue parce que justement il a cette faculté qu'on nous présente en tant que spectateur, donc je suis assez d'accord. Il y a aussi le fait que le personnage faillit aussi dans ce film. On nous présente à la base qu'il est quand même froid, austère, mais qu'il a été impeccable tout au long, alors que quand même le film va quand même réinterroger son efficacité tout au long. Et c'est le but, c'est pas trop... Moi j'ai trouvé ça intelligent justement, de pas essayer trop d'en dire de ce personnage-là, si c'est justement pour réinterroger son efficacité. Donc là-dessus, je peux comprendre, mais parce que moi, Fassbender, en même temps, j'ai beaucoup aimé son personnage. Cate Blanchett aussi, hein, attention, là-dessus. Vraiment, pour moi, justement, le couple fonctionne, mais alors super bien. Mais en plus, pire que ça, c'est que je l'ai trouvé tellement efficace que j'ai été convaincu dès les premières minutes. Vraiment, je les ai vus. Ce que je peux vous rejoindre, c'est le casting. Alors, tout ce qui est René Jean Page, il me semble aussi, on a d'autres actrices, acteurs qui sont en vogue en ce moment. J'ai pas du tout trouvé ça efficace, les quatre. Alors vraiment, je trouvais que ça pataugeait et limite ils étaient trop impressionnés. Par exemple dans la scène du repas, et là je vous rejoins totalement, et même avec la finalité, puisqu'on revient toujours à c'est un huis clos, donc le repas reviendra. Pour spoiler un peu, mais là on va commencer petit à petit. Donc si jamais vous commencez à vouloir rester plutôt évasif sur la critique, voilà à peu près notre avis. On a trouvé ça pour certains pas très efficace, voire même plutôt mauvais dans ce qu'ils voulaient proposer. Décevant. Mais plutôt décevant, voilà. D'autres ont particulièrement aimé, hein. Je pense à Jean-Philippe qui voulait donner son petit mot. Jean-Philippe qui participe à On n'est pas filmé quelques fois et qui avait adoré puisqu'il a vu le film avec nous. Et il avait adoré, donc voilà, je tenais à le dire, Evan aussi. Donc voilà, c'est un film, je pense qu'on peut être curieux quand même à le regarder et se donner son propre avis, au vu du fait qu'il est assez malin et ça dure 1h30. On ne s'ennuie pas là-dessus, j'ai l'impression que tout le monde a été en accord. Oui. Maintenant, rentrons dans le détail. Par exemple, la scène de fin, avec aussi ce repas et la scène du fameux flingue, moi, c'est pas efficace parce que, encore une fois, t'as Fassbender et Cate Blanchett qui forment un couple du tonnerre et les 4 autres personnages qui sont un peu de la génération, on va dire, des 2 générations précédentes, on va dire, en termes d'acteurs. Là, tout de suite, ça patauge. Mais alors, et du coup, les côtés révélations, c'est ce que je disais un petit peu à la fin. Moi, ça m'a moins marqué la fin que le déroulé du film qui était plus intéressant, je trouvais, parce que vraiment, c'est cette scène de fin, je trouvais limite même des fois un peu ça frôlait le nanar. Oui, Lenny. Moi, je te rejoins ironiquement sur certains points, mais pas sur tous. C'est-à-dire que le côté, cette scène de fin qui te laisse sur ta fin, ça m'a... Et le repas aussi. Humour. Triple jeu de mots. Putain, on est bon. Mais ça a été mon cas. Mais ironiquement, moi, pour une raison différente, c'est que justement, cette situation de couple, je n'y ai cru à aucune seconde. Ah ouais. Parce que littéralement, le principe du film, c'est « Ok, ta femme fait partie des suspects ». Et certes, le film va jouer avec plein de choses, avec plein d'éléments de suspension, de est-ce qu'il la suspecte ou pas, est-ce qu'il la croit véritablement, il lui dit qu'il la croit, mais quoi que ce soit. Personnellement, moi, à la première seconde et de la dernière, j'ai toujours cru que ce n'était jamais elle, et ça a été un peu le problème où tu te retrouves avec une fin qui te dit, en fait, c'était lui le véritable méchant.
mais j'en ai rien à foutre de ce personnage-là. Ce n'est pas avec lui que j'ai été investi. Je ne sais même pas spécifiquement trop pourquoi. D'accord, une scène, on m'a dit, il se prend pour un chevalier blanc, il considère que c'est important, que sacrifier des vies, quoi que ce soit. Les gens n'ont rien à foutre. Le film ne m'a pas investi dans ce côté-là. Quand la révélation arrive, je suis juste déçu et je m'attendais à plus. Evan ? Franchement, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Et même, Ben, tu disais que c'est un peu nanardesque vers la fin. Et en fait, c'est marrant parce que c'est vrai que plus on avance dans le film, et plus c'est un tout petit peu nanardesque. Il y a surenchère un peu sur surenchère, et voilà. Et c'est là où il est peut-être un petit peu moins efficace vers la fin, ce qui m'a pas pour autant dérangé, mais c'est vrai que pour le coup, entre la dernière séquence de repas, je vais dire, et la première, je trouve que il y a un trou quoi entre les deux. La première est tellement mieux, tellement plus efficace, tellement mieux découpée, tellement mieux écrite. Elle va construire aussi tout le film en réalité sur les relations de chacun. Donc et en plus à ce moment-là, t'es encore engagé avec les autres personnages, alors que à la fin, moi je suis d'accord, les personnages secondaires, moi je trouve qu'il y a un trou aussi en termes de charisme. En termes d'écriture entre le couple Cate Blanchett et Fassbender, c'est dur, et le reste des personnages. Aline ? Moi, je voulais aussi rebondir sur la scène de fin, c'est que ce qui m'a un peu déçu, c'est dès qu'ils sont installés autour de la table, là je vais aller vraiment dans le détail, donc si jamais vous avez toujours pas décroché, il faut vraiment le faire. Oui, c'est vrai que là on n'a pas trop spoilé, on a juste dit qu'il y avait une scène à la fin avec encore une fois un repas, mais on n'a pas dit ce qui se passait. Là pour le coup je vais vraiment spoiler quasiment. C'est en fait dès qu'ils s'assoient autour de la table, il y en a une d'entre eux qui dit ah mais le tapis il a changé. Et en fait direct, alors j'estime pas être plus intelligente qu'une autre, juste à partir du moment où on consomme un peu de film, je me suis dit en fait on vient de me donner la réponse quoi. Donc là le repas il peut durer 5, 10, 15, 20 minutes, je sais comment il va finir. Oui. C'est qu'il y a forcément du ménage à faire, ce qu'ils l'évoquent entre eux, et donc en fait le fait de souligner le tapis a changé, ça tue toute la fin, alors que si jamais je sais pas, je suis pas réalisatrice dans l'absolu, mais peut-être juste dans la mise en scène ou dans le décor, dans le décor, un tapis enroulé d'avance, je sais pas, quelque chose où il faudrait justement avoir l'œil plus malin. Et voilà, plus malin, plus subtil, et comme ça avoir vraiment cet effet de ah ok, parce que là de dire le tapis a changé, qu'est-ce qui nous attend Après je peux comprendre, mais moi techniquement ça c'est pas, alors pour défendre un peu le truc, c'est ça, tu vois, ça commençait bien. Genre moi j'aime bien quand tu commences un peu à la Tarantino, genre un peu à la Inglourious Bastard d'ailleurs, qui est présenté au Ciné Jacques début avril, qui a été présenté. Moi j'aime bien ce genre de scène où tu sais qu'il va se passer quelque chose un peu, ça va péter. On te présente la chose en mode qui se positionne comment. Lui, il va rester froid, lui, il voit que ça y est, ça commence à partir en couille, lui, il va paniquer, etc. On commençait un peu, tu vois, ça j'aime bien, mais en fait, c'est la résolution qui, je trouve, là, pour le coup, c'est justement, en fait, tu m'attends en plus à du Fassbender qui, dans Inglourious Bastard, a 20 minutes de dialogue en tension, justement, sur ce côté double jeu, où, voilà, quand on repense à ce film, ça fonctionne super bien. Et là, au contraire, dans cette scène où tu refais un flashback, parce que Fassbender, évidemment, ça fonctionne pas du tout, et la révélation, en plus, elle est un peu... C'est vrai qu'elle est... En plus, la révélation du fait que René Jean Page, le personnage, tout de suite, on sait que c'est lui le vrai vilain, et en fait... Et puis en plus, c'est un peu à la Hercule Poirot, en mode... alors, en fait, je savais que toi, tu trompais un tel avec un tel depuis le début, mais j'osais pas le dire. Au fait, le ticket que tu m'as laissé dans la poubelle, tu crois que je suis con ? Non. Tout ça, j'ai trouvé ça un peu bizarre parce que j'étais en mode, on change d'ambiance. Et en plus, le personnage de Fassbender, je l'ai plus reconnu. J'étais en mode, du coup, quel est ton côté froid, austère que tu avais au début en mode, je te dis les faits, tac, 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 tac. Alors que là, tu me fais vraiment aussi les faits, mais un peu en mode Hercule Poirot, en mode, et j'ai résolu l'énigme, bravo à moi. Avec le fameux truc évidemment, ils mettent un flingue en plein milieu. René Jean Page qui le prend et qui fait, je vais vous tirer dessus. Oh, frérot, t'avais pas deviné qu'il était chargé à blanc. Tu crois qu'on te l'a donné comme ça en mode vas-y tire sur tout le monde. Oui Aline. Juste après je vous laisse la parole. Je suis d'accord sur ce que tu dis par rapport à la comparaison avec Tarantino, mais pour moi c'est un parti pris, c'est soit c'est frontal et assumé de justement glisser les indices complètement frontalement en fait, encore une fois, aux spectateurs, aux spectatrices pour qu'on comprenne, qu'on ait le contexte, soit on le fait pas du tout. Et là le problème c'est que je rejoins Evan, c'est que le début du film, la mise en scène, etc., nous propose un truc hyper subtil. On se laisse guider par un tempo, par des images, par même des personnages secondaires qui semblent avoir un impact qu'on ne reverra jamais jusqu'à la fin. Donc en fait, on passe d'un film qui est minutieux et discret au milieu de la table.
Oui, Pardon oui. pour la table d'ailleurs, mais voilà. Non, mais c'est pas grave, t'as pas non plus frappé le trafic. Mais Voilà. bon, on va quand même peut-être potentiellement aussi mettre un flingue. Je te dis ça. Imagine. On verra après. La bonne blague. Oui, Lenny. Comment je rebondis là-dessus, moi, c'est merveilleux. Oui. Personnellement, moi, en fait, ce que j'ai trouvé le film, ça peut se résumer au niveau de la scène premier dîner, d'introduction, où il y a cette histoire qui est racontée autour du personnage de Fassbender, dont j'ai même pas la moindre idée du nom. Fassbender. Ça sera plus simple. C'est bien. Où Tout le monde on visualise. raconte le fait que c'est tellement quelqu'un qui ne supporte pas le mensonge qu'il a réussi à ruiner la carrière de son père parce qu'il a trompé sa mère. Et le fait est que au moment de cette discussion, le truc prépare cette situation pour montrer à quel point c'est un gars intègre, complet. Même la psy lui dit « Mais ça a dû être tellement traumatisant. Il avait 37 balais, on s'en fout. Oui, Tu mais vois, après, et c'est le jeu. truc, c'est que ça tombe comme un paix foireux. Je suis désolé, c'est vraiment, c'est le truc de... Ouais, moi, Ça devait être impressionnant. Ah Non, Moi, oui, j'ai bien- bon. ok, Je pense bon. que c'est un ressort comique, ça, plutôt, Oui, pour le coup, je tout pense. à fait, Evan. Oui, je pense Ah, aussi. ça a oublié d'être drôle alors. Non, mais je rejoins totalement ce truc-là, de dire au début que c'est la fameuse chemise blanche en plus avec le petit vin qui est sur Au sa secours. chemise pour dire en fin de compte, non, il est pas tout blanc ce mec, évidemment. Ouais, bah. Et en fait, c'est juste un masque qu'il porte et qu'il va devoir se muer, de faire en sorte de. Non, moi j'ai bien aimé ça, ce côté un peu drôle parce que, bon, le film, faut le dire, il y a beaucoup d'immaturité. Tous les personnages sont des fois même théâtraux, on va dire, parce que ça part dans des tirades à la con sur je t'aime plus, mais non, mais en fait c'est moi qui t'aimais plus depuis le début, je t'ai trompé, bah non, c'est moi qui t'ai trompé dès le début. Enfin, il y a beaucoup de ça dans tout le film. Faut le voir aussi comme une comédie quelquefois parce que vraiment c'est exagéré, mais c'est pas nanardesque parce que tous les personnages sont froids, ils sont juste immatures. C'est l'écriture qui essaie d'appuyer autrement. Mais bon, après, voilà, c'est un film, je pense, on a fait un petit peu le tour. On a bien aimé dans son ensemble pour Evan et moi, et pour Jean-Philippe. Évidemment, vous êtes plus mitigés, mais ça, c'est compréhensible. Et bon, écoutez, je vous propose évidemment de découvrir ce film par vous-même, de voir si ça peut véritablement vous toucher ou au contraire vous passer au-dessus. En tous les cas, c'est 1h30 et c'est plutôt efficace. Cet entretien sera intégralement pas filmé. Et on a fait le petit jeu de mots, puisque The Insider, c'est aussi un film avec... J'ai dit, c'est aussi un film. C'est aussi un film avec Al Pacino. Et bon, on a fait le petit jeu de mots, puisque bon, le titre français The Insider pour ce film de Soderbergh, c'est loupé. Mais bon, au moins, ça nous a permis d'écouter une bonne BO de film. Alors, Evan, tu voulais nous faire une petite critique d'un film que tu as vu. Alors, Tardes de Soledad. C'est bon, j'ai bien dit le titre. Exactement. Yes! Donc je suis content. Tu voulais en parler parce que c'est un film que tu avais plutôt apprécié. Oui, exactement. C'est un film qui m'a beaucoup plu. Je me suis dit, allez, j'en parle parce qu'il y a des choses vraiment hyper intéressantes. Et donc, alors Tardes de Soledad, c'est le nouveau film / documentaire d'Albert Serra, donc qui avait fait Pacifiction en 2022, qui était super d'ailleurs. Et donc, alors qu'est-ce que c'est Tardes de Soledad? C'est un documentaire sur le matador péruvien Andrés Roca Rey, qui a priori est une figure très populaire de la corrida, semble-t-il. Et donc on va suivre le quotidien de ce matador contemporain, et notamment pendant des spectacles de corrida et parfois en dehors. Et donc le sujet il est délicat parce que c'est un sujet qui est, voilà, c'est la corrida, donc c'est un sujet complexe et assez clivant. Et non seulement c'est clivant, mais en plus de ça, le film est très violent, il est particulièrement graphique et il montre clairement toute la barbarie de cette pratique tout en étant, j'ai l'impression en tout cas, assez neutre vis-à-vis de la corrida. Ce qui peut aussi gêner quelque part. Mais là pour le coup, il se contente entre guillemets de poser la caméra et de filmer l'action et donc de poser un regard. Et ce qui me fait dire ça notamment, c'est que les corridas dans le film, elles sont constamment filmées du point de vue des spectateurs, donc c'est-à-dire dans les tribunes. Et en fait, on va assister au déroulement quasi intégral de la pratique de la corrida avec plusieurs caméras dans les tribunes. Et en fait, ce dispositif, il est intéressant parce que c'est un dispositif qui nous oblige à rester focus sur l'action. Et sachant que les séquences en plus de corrida, elles sont, dans le film, elles sont vraiment très longues. Parfois, elles vont jusqu'à une vingtaine de minutes, 25 minutes, donc c'est extrêmement long, mais aussi très immersif. Et c'est là où c'est le gros point fort du film pour moi, c'est qu'il est hyper immersif, mais pendant les 2 heures, quoi. Et donc on va donc alterner entre, donc dans le film, entre des spectacles de corrida et des moments en coulisses où les matadors vont débriefer un petit peu sur leur performance, et notamment la performance d'Andrés Roca Rey, qui est donc vraiment, c'est le protagoniste, entre guillemets, c'est vraiment le cœur du film.
Et déjà là, il y a tout un truc qui m'intéresse sur la structure du film. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse dans la structure du film, c'est tout son rapport cyclique. C'est-à-dire que le film va développer tout un rapport sur la cyclicité du spectacle, parce que c'est un spectacle qui se répète indéfiniment, parce que vu que c'est des corridas et que tous les jours elles se répètent ces corridas, elles sont amenées à être réinitialisées à chaque fois. Et surtout, il y a un truc aussi sur la cyclicité de la violence, étant donné que elle est constamment présente, constamment sollicitée et machinalement répétée. Et en fait, ce que nous dit le film, à travers toutes ces images, c'est que la corrida, c'est un rituel mécanique, en plus d'être un rituel meurtrier. Et ça, c'est super intéressant. Et en fait, plus on avance dans le film, plus on avance dans les corridas, et en fait, on se rend compte que le quotidien d'Andrés, c'est la reine, et sa vie se résume au spectacle. Et là, en fait, à partir de ce constat, le film interroge cette idée de la performance, il interroge cette idée du spectacle et aussi la mystification de cet homme. Qu'est-ce qui représente cet homme par rapport à la corrida ? Et en fait, on se rend compte qu'Andrés, c'est pas simplement un matador, c'est aussi un objet de fascination, c'est un objet de spectacle, c'est un symbole culturel, en tout cas dans le film, c'est évident. Et c'est presque une icône, parce que absolument tout le monde dans le film chante ses louanges. C'est-à-dire que ce soit ses partenaires de corrida ou que ce soit le public pendant les corridas, mais alors tout le monde lui rappelle à quel point il est formidable, quoi. Et en fait, autre point intéressant, c'est qu'en fait le film montre, à travers tout ça, à travers cette mystification, que la corrida, c'est une affirmation de la virilité. C'est ce que le film montre. Globalement, dans le film, il n'y a que des hommes, pas une seule femme. Je pense que ça doit être compliqué en même temps dans ce genre de milieu de trouver des femmes, j'imagine en tout cas. C'est un univers masculin par excellence et qui se revendique comme tel. Et en fait, globalement, les hommes là-dedans, ils veulent montrer que ce sont des hommes, quoi. Mais des purs, des durs, c'est même parfois carrément absurde, quoi. Et pourtant, et alors là, je vais rentrer vraiment un petit peu dans le détail d'une séquence que j'ai trouvé vraiment formidable, et c'est là où je me suis dit, mais en fait, c'est absolument génial ce film. C'est qu'il y a une séquence dans le film qui dénote complètement, avec cette ambiance ultra masculine et ultra chargée de testostérone. C'est une séquence de préparation vestimentaire d'Andrés. Et en fait, ce qui est super intéressant dans cette séquence, donc c'est Andrés qui se prépare juste avant une corrida, et donc forcément, vu que c'est une corrida, c'est une tenue très complexe, très flamboyante, chargée d'ornements, chargée de couches vestimentaires. Et en même temps, c'est une préparation qui possède quelque chose de très sensuel, qui possède quelque chose où le corps d'Andrés n'apparaît plus comme viril, comme au contraire, il y a beaucoup de douceur, de délicatesse, voire de féminité, on pourrait dire, si on compare avec toute la masculinité ambiante du film. Et il y a tout ça en fait dans cette façon de se vêtir, et je trouvais que ça contrebalançait mais incroyablement bien le film, quoi. Et donc voilà, je conclus, mais bon, faut avoir le cœur accroché pour voir le film, parce qu'évidemment j'ai pas précisé, mais ça va de soi, mais il y a des taureaux qui sont complètement massacrés. Mais bon, c'est une expérience qui est vraiment hyper immersive et assez captivante. Voilà. Très bien, écoute, merci beaucoup, c'était super, vraiment incroyable. Ça donnera pas forcément envie à tout le monde de voir le film, mais au moins d'avoir un avis dessus et de savoir à peu près de ce qu'il en tient. Et bravo aussi pour ces analyses. Merci beaucoup, Evan, franchement. Et alors désormais, on va faire une analyse aussi poussée et peut-être parler aussi d'un massacre violent, une violence qu'on a pris vraiment peut-être pas à cœur, mais là cette fois-ci ça le fait mal parce que on aime le jeu vidéo. On n'est pas filmé parce qu'on a pas mal de personnes qui déjà jouent en soi, parce que bon, évidemment il y a beaucoup de joueurs aujourd'hui. La moyenne d'âge, on n'oublie pas, c'est quand même autour de la cinquantaine pour les joueurs en général. Donc évidemment nous, au vu de notre vingtaine, trentaine, écoutez, on est joueurs et évidemment Minecraft nous intéressait particulièrement. Alors on va bifurquer puisqu'on va parler des adaptations vidéoludiques en général, puisque ça revient, on le voit bien avec Minecraft, évidemment. Et on peut déjà se poser la question déjà de la légitimité d'une adaptation d'un film sur un jeu vidéo qui est bac à sable, c'est-à-dire où chacun va créer sa propre aventure. Est-ce que ce film est convaincant ? Alors attendez, excusez-moi, on me parle dans l'oreillette au cas où c'est... Oui, si on a le droit de critiquer le film... Oui, c'est bon, on a l'autorisation. C'est un film de merde, on peut le dire obligatoirement. Voilà, je pense qu'on n'est pas tous, on n'a pas du tout aimé autour de la table. Évidemment, on aura des nuances. On va pas dire que tout est à jeter, peut-être, mais pas tous en tous les cas.
On vous laisse apprécier un petit peu déjà les quelques notes que vous pourrez entendre dans ce film. Vous en faites pas! J'ai justement un seau d'eau pour amortir notre chute! Largage! Dans la surface, tout ce dont on peut rêver, on peut le créer. Voilà, donc ça c'est le début un peu de la bande-annonce. Ellie, toi t'as été voir le film en même temps que nous. Et alors quelle a été ton expérience un petit peu de cette séance ? Eh bien aujourd'hui avec Fidèle, Doudou Copilote ici présent, ainsi que Mauve et Roger depuis l'appartement avec les yeux magiques, nous avons été voir le nouveau blockbuster américain familial tout juste fraîchement sorti, Minecraft le film. Et pour la première fois depuis longtemps, y aller avec une petite attente de chouette divertissement, malgré, ne soyons pas dupes, le projet opportuniste surfant sur la tendance actuelle d'inspiration vidéoludique suite à des gros succès comme le film Mario de 2023 et à la lassitude du public des super-héros, y compris chez Marvel. Alors, ça donne quoi cette adaptation du célèbre jeu de construction ? Tout d'abord, laissez-moi vous faire part de mon profil de joueuse qui est plutôt casual, avec forte préférence pour les jeux solo scénarisés tels que The Last of Us ou Cyberpunk 2077. Toutefois, quelques exceptions, pas forcément avec une histoire ni forcément solo, me font vibrer, comme Minecraft, qui fut une grosse source de bonheur durant mon adolescence, voire même un antidépresseur par moment, tout comme Counter-Strike 1.6 et le multi-jadis d'Assassin's Creed Brotherhood, cher à mon cœur. À savoir que Minecraft est à la base un jeu solo, non scénarisé, seulement de la survie dans un bac à sable cubique virtuel, n'ayant que l'imagination pour limite et qui a dépassé toutes les espérances de succès de son créateur Notch grâce au bouche à oreille mondial que permet Internet dès 2010 et particulièrement les vidéos YouTube déconstruction de la communauté qui cartonne à l'époque, offrant une visibilité rêvée. Rapidement, alors le jeu intègre la composante multijoueur et avant même la 1.0, cela propulse les ventes de manière fulgurante jusqu'à aujourd'hui, que ce soit parmi les jeux les plus vendus de tous les temps. Et donc, nous voici en 2025 avec un film familial à gros budget qui, malheureusement, ne m'a pas convaincu ni m'a fait retrouver ce sentiment d'aventure avec les copains dès mercredi après-midi en local sur Normandie au lieu de faire nos devoirs. Oui, alors en plus, très bien pour cette petite présentation. Il faut aussi le préciser, l'univers Minecraft a eu d'autres jeux qui ont eu des spin-offs. Donc l'univers Minecraft, c'est devenu vraiment une licence puisque Notch a vendu sa licence à Microsoft qui en a fait des dérivés et qui a du coup un univers beaucoup plus large. Parce qu'il faut le préciser, je pense que c'est intéressant de le dire, Minecraft, le film, n'est pas réellement une adaptation de Minecraft, le jeu, on va dire premier du nom entre guillemets, c'est plus une adaptation de l'univers Minecraft racheté par Microsoft. Et ça, c'est là la différence, parce qu'on le ressent particulièrement, et on peut le dire, je pense tous ensemble, que c'est un film complètement blockbuster et marketing. Je veux dire, il ne respire que le marketing, on ne voit que ça, c'est-à-dire que c'est complètement formaté, complètement codifié, et ça en devient une purge de ce qu'on peut avoir aujourd'hui comme blockbuster américain, avec malgré toutes les bonnes intentions qu'on peut y voir, avec du Jack Black potentiellement aussi qui peut nous plaire, parce que c'est vrai que bon, malgré voilà Mario qui peut être un divertissement marketing aussi, il nous a fait marrer, il a fait du Jumanji aussi où il nous a fait marrer. Bon là on est sur un Jumanji 3, exactement la même formule, avec un petit bonhomme qui s'appelle Steve et qui, dans le monde réel, va rentrer dans le monde du jeu vidéo Minecraft et qui va explorer cet univers avec ses nouveaux amis potentiels, puisque, bon, bref, je ne veux pas dire tout le scénario parce que même eux ne sont pas convaincus. Et d'ailleurs, ça, c'est un énorme défaut du film, Lenny, je crois. On est d'accord, le film se fout lui-même de sa gueule, on peut le dire. Bah oui, et en plus, ce que je trouve assez terrible, c'est que le film n'essaye, du moins il a vaguement l'apparence, mais n'essaye même pas d'en avoir, à mon sens, quoi que ce soit à foutre du jeu vidéo. Ouais. Et c'est terrible parce que tu parles d'un côté produit marketing, uniquement là pour faire du pognon. Et à chaque fois, je me dis, bah, malgré tout, peut quand même, dans ce genre de machinerie, avoir, allez, 1-2 personnes qui sont là, mais on va essayer de faire les choses bien, on va peut-être essayer d'apporter de l'inventivité, de la créativité, de la réalisation, de la musique, de rien du
tout. Ou du respect à l'univers. Ou du respect, parce que c'est vrai qu'on se retrouve avec des éléments qui sont littéralement en opposition avec le principe même des jeux. Hein. Oui, comme on l'a dit, c'est vraiment les spin-offs qui sont limite adaptés. Oui, Ellie ? Bah, moi, je trouve que le jeu, le film manque cruellement de personnalité, oui. Alors même que le jeu en a une personnalité, mais gigantesque, quoi. Il est unique, il n'y a rien qui ressemble au jeu Minecraft, et du coup, c'est hyper dommage, en fait. Et tout à fait, parce qu'en fait, même les effets spéciaux qui sont amenés, parce qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux, et même des fois, il y a carrément un film d'animation devant nous, hein, on ne reconnaît pas, tout est tellement uniformisé déjà dans un sens, et c'est beaucoup moins coloré, c'est même si on a l'impression que c'est un film familial pour enfants, c'est quand même uniformisé, même dans les personnages, comment ils sont réadaptés. Les zombies par exemple, malgré le côté cubique, c'est des zombies, tu enlèves la tête cubique, ce sont des zombies en réalité, avec les mêmes mouvements très humains, alors que Minecraft a ce côté rigide. Imaginons, on aurait pu en rigoler, on aurait pu imaginer des choses un peu drôles d'ailleurs sur ce côté trop rigide, cubique, potentiellement même se prendre des murs ou des choses comme ça. Non, ça n'en joue jamais de ça. Oui, Lenny. Mais c'était même justement l'une des plus grandes levées de boucliers de toute la communauté fan de Minecraft. Spoiler, elle est plutôt conséquente depuis le temps. Ah bah oui. Voilà. Où justement, au moment de la sortie de la bande-annonce, tout le monde a fait « Excusez-moi, votre film, il est immonde. Oui. Votre DA, votre direction artistique n'a aucun sens. Tu prends Minecraft, qui est un jeu où tout le principe, c'est que ce soit tout aussi bien un univers cubique, mais un univers qui est pixelisé, un univers qui est fait de cubes généralement conséquents. Quand même, les dernières années ont pu apporter plein de choses. Quand même, c'est un jeu qui, s'étant ouvert, permet de voir des technologies avec le ray tracing, tout ce que vous voulez, pour avoir des très beaux jeux, mais en réalité, c'est un jeu qui reste cubique. Oui. Le film n'en a rien à faire. Le film se prend pour une espèce de truc pseudo-photoréaliste dégueulasse. Du coup, ça crée une espèce de dissonance constante. Et parce qu'il faut le préciser aussi, du coup, il y a des humains qui sont dans l'univers de Minecraft, mais qui, en soi, ne sont pas réadaptés à la façon Minecraft. C'est-à-dire, ils restent humains, Jack Black reste Jack Black. Et le gros défaut du film, et moi, ça me faisait sauter du siège, c'est les incrustations de films. On est sur les pires incrustations de films dans un blockbuster, évidemment, je vous rassure. Je pense qu'il y a eu pire dans des films à plus petit budget, mais là on parle quand même de centaines de millions qui sont à mon avis allés dans les poches de Jason Momoa et Jack Black, qui surjouent en permanence, parce que le jeu pour eux c'est de surjouer tout le temps. C'est lourd. Alors on peut dire c'est un film familial, évidemment qu'ils surjouent pour essayer de plaire aux enfants, mais ça devient même d'une lourdeur permanente, parce que dans leur dialogue ils vont rien avoir, en conséquence pour essayer d'en jouer, c'est juste des grimaces, des trucs, ça fait en permanence des gimmicks, des choses comme ça. Et du coup, en fait, on se perd totalement dans ces incrustations totalement mal faites. Pour vous dire, hein, la scène de fin, il y a un vrai... c'est évidemment une scène de combat monumentale, un peu Seigneur des Anneaux. Et je ne blague même pas là-dessus, hein, c'est un peu Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire, il y a vraiment l'œil qu'il faut aller choper, etc. Et toute la scène de combat se passe entre des cochons et des golems. Bref... Tout le monde est plutôt orange, un peu, voilà, il y a une nuance d'orange en termes de lumière, une nuance un peu violet, mais très léger. Et les incrustations, par contre, humaines, les personnages sont totalement violets. C'est-à-dire que vraiment, dans l'éclairage des incrustations, ils ont mis tout en violet. Mais du coup, les effets spéciaux, ça ne rend pas du tout ça. Et ça se voit qu'il y a eu 2 films. Et qu'en réalité, on est vraiment tellement sur un film blockbuster formaté qu'il y a eu 2 réalisateurs. Un réalisateur effets spéciaux, et vraiment les effets spéciaux, malgré ce qu'on a à dire, des fois ça passe quand même, je tiens à le dire, mais les incrustations et le réalisateur en réalité de Minecraft, le film avec les acteurs Jack Black et Jason Momoa, c'est une catastrophe. Oui, Lenny ? En plus, tu l'as cité, je crois que c'est un film qui a quand même 150 millions de budget, sans compter le marketing, donc on est sur quand même quelque chose de relativement conséquent. Et c'est également évoqué tout à l'heure, ils n'ont rien en termes de texte, parce que je vous jure que les dialogues sont une purge totale et absolue, où pendant littéralement, si je retire les 10 premières minutes, qui sont basiquement l'explication du concept vague de Minecraft, on se retrouve avec la sensation terrible, mais je vous jure c'est réel, que c'est une IA qui a écrit les dialogues. Je suis désolé, moi c'est ça. Je lui avais dit de dire attention, j'aime pas l'argument. Je suis désolé, mais c'est de l'ordre du ressenti. Mais on se retrouve avec des dialogues où c'est toutes les 5 secondes, c'est punchline sur dialogue incohérent, inconsistant, des personnages qui n'ont littéralement aucun sens et qui sont
pour une seule raison ou pour une seule réplique vont être ridicules. Et je vous jure, alors autre truc qui m'avait fait marrer pendant le film, Ellie, je pense que tu vas m'en joindre là-dessus, c'est des fois les personnages, on se demande comment ils marchent, mais après tu te doutes qu'il y a un fond vert derrière eux. C'est qu'il y a vraiment, vous savez quand vous faites la gimmick de « Au secours, je me fais poursuivre », mais vous êtes sur place. Il y a ça vraiment 30 minutes dans le film, je pense, honnêtement. Et on le voit souvent. Et même Jack Black, je pense qu'il se fout lui-même de sa gueule parce qu'il marche tout le temps comme ça. Si tu le vois courir ou autre, il court toujours de façon complètement grotesque parce que tu te doutes que eux, ils étaient derrière un fond vert, ils ont eu 2-3 éléments Minecraft à peine. Après, tout a été fait en post-prod. Donc oui, Ellie. Après, moi, je suis pas totalement d'accord avec vous sur la forme, sur les effets spéciaux, tout ça. Ok, il y a des moments c'est raté, mais moi, ça m'a pas particulièrement dérangé. Et c'est vraiment le fond qui pose problème. Et par exemple, surtout Steve, le personnage de Jack Black, il est tout le temps en train de décrire ce qui se passe dans l'idée que ce soit rigolo, en fait, qu'il y a un perso qui fait... Ces genres d'idées, ça marche bien sur le papier, mais quand on le fait en vrai, si on n'a pas le bon truc, c'est... là, du coup, je trouve que... Après, bon, on l'a vu en français, on est de culture française, donc peut-être qu'avec... si on est américain, par exemple, et qu'on vit là-bas, ça marche mieux au niveau de l'humour comme ça. Je sais pas, mais en tout cas, pour moi, ça a tombé à plat et c'est juste lourd, quoi. C'est creux. Et pour moi, c'est un film qui essaye de faire le succès, il y a un an déjà quasiment, de Deadpool et Wolverine, qui est aussi un film qui ne se prend pas du tout au sérieux à aucun moment, qui enchaîne les punchlines et tout, mais pour le coup, moi, j'ai adoré. Je reconnais complètement que c'est pas un grand film. Lenny a bien aimé. Je reconnais complètement que c'est pas un grand film, mais par contre, en termes de rigolade, c'était trop bien. Il y a eu 2-3 moments où, tu vois, Deadpool, c'est vrai. Ça marchait, les blagues. Et puis tout le monde en prenait pour son grade. Là-dessus, je vais pas le retirer, même si ça a déplu. C'est juste vide, en fait. J'ai trouvé que c'était complètement vide. Et j'arrive, Joshua, c'est juste pour rejoindre, évidemment, Ellie là-dessus, mais je suis totalement d'accord, c'est que c'est un film des fois même chiant, mais alors vraiment. J'avais envie de faire avance rapide. Ah oui, vraiment, il y a des scènes où je supprimais. Alors que ça dure qu'une heure et demie. Je supprimais juste mon cerveau parce que j'arrivais pas à être dedans. Et comme tu dis, Jack Black en plus explique tout ce qui va se passer ou tout ce qui s'est passé en permanence. D'ailleurs, il y a 2 intros dans le film. Il y a l'intro Jack Black et ensuite l'intro des personnages qui n'ont rien à voir et qui vont un peu aller dans le monde. Et c'est tout le temps, mais c'est vraiment long. Et des fois, ça parle vraiment. Pendant 30 minutes, il y a vraiment un creux pendant 30 minutes dans le film où il ne se passe rien. Ça discute en permanence. Et tu peux même pas te dire, tiens, imaginons, je vais prendre une petite bière et je vais rigoler devant ce film avec des potes. C'est impossible. Tu vas vraiment t'ennuyer parce que, honnêtement, autant directement jouer au jeu. Et vraiment, c'est l'impression que ça nous donne. Oui, Joshua. Oui, tout à l'heure, tu parlais de moments où c'était presque des films d'animation. Mais est-ce que c'était pas le meilleur moyen du cinéma que d'adapter Minecraft que par le cinéma d'animation, plutôt par cinéma live, parce que, comme on disait tout à l'heure, Minecraft, on sait tous à quoi ça ressemble, c'est très pixelisé, ça n'a pas des proportions réelles, c'est des énormes cubes. Donc est-ce que ça n'aurait pas été meilleur comme ça? Ah mais totalement, je pense que Ellie là-dessus tu vas rejoindre. Ça aurait dû être un film d'animation, on y aurait cru beaucoup plus et les équipes de effets spéciaux auraient beaucoup moins galéré aussi, je pense. Mais si ça aurait été un film live, une approche comme le film Tetris de Apple aurait été pour le coup intéressante sur la création du jeu, les enjeux plutôt que ça partir peut sur donner, complètement un autre concept, du coup, se pencher vraiment sur la réalité, quoi, mais en restant centré sur le jeu. Les 2 approches auraient pu être sympas. Ça aurait pu être une idée parce que c'est vrai que Minecraft en soi c'est un petit bijou aussi de jeux vidéo, d'imagination potentielle aussi derrière de Notch, donc du créateur. Donc c'est vrai que ça aurait pu être intéressant de prendre ce parti-là. C'est vrai qu'il y avait une deuxième option, sachant que ces films-là aussi ont plu. Oui, Lenny, pour finir un peu sur ce film. Je me permets de mettre un bémol sur cette idée, parce que si je ne m'abuse, Notch est un peu connu pour être une personne de type problématique, voilà, qui a fait... On aurait fait un drame. Voilà. Ah oui, là je pense y aurait eu un Ryzen très très fall. Mais justement, vu que c'est Microsoft, à mon avis, qui est un peu derrière
pas mal regardé le truc. Je pense que pas spécialement envie, tu vois, d'être affilié avec ça. Dernier mot, Ellie. En tout cas, ce qui aurait pu être une idée intéressante et que moi j'avais espéré à l'annonce du projet, où on savait encore rien, c'est qu'il y aurait eu moyen de faire une histoire sérieuse, parce que Minecraft, il y a un lore qui s'est développé depuis longtemps et qui peut être vachement sombre, vachement mature, vachement intéressant, où en gros Minecraft c'est un monde post-apocalyptique qui, au premier abord, on n'a pas l'impression, mais en fait si. Et partir sur un truc survival là-dessus, enfin, je sais pas, il y aurait eu matière à faire quelque chose de plus intéressant peut-être. Peut-être potentiellement, c'est vrai. Joshua ? Deux choses, ça aurait été impossible parce que je pense que le public vise Minecraft, l'image qu'il a, c'est que c'est pour les enfants. Oui. C'est vrai. Et ce que je voulais dire, c'est que vous avez été voir le film avec un cinépass, mais admettons ce que vous en ressortez. Admettons qu'une... Pourquoi Non mais cet argument ? Imaginons que vous devez payer votre place et admettons que le prix plancher, ça soit 11 €. Non. En sortant de ce film, vous serez prêt à mettre combien ? Alors là, à votre avis, combien vaut la place pour aller voir ce film ? C'est le genre de film où j'aurais préféré le recevoir en blague en DVD à mon anniversaire, histoire qu'on me troll. Le bac à 50 centimes d'Easy Cash ? Voilà, exactement. Et qu'on me dise que je l'ai chopé vite fait à Easy Cash pour la blague, quoi. Attends, ah oui, parce qu'il y a une anecdote à dire, c'est que si jamais on a notre place, et c'est peut-être les fans de Minecraft le savent pas, donc Ellie, si jamais, tu peux le noter. Non mais anecdote vraie, là, pour le coup. Avec notre place Minecraft, on peut avoir des goodies dans le jeu. Parce que on scanne, on peut potentiellement montrer qu'on a payé notre place et comme ça on a des goodies. C'est littéralement de la corruption. Et la blague, c'est qu'on a vraiment eu des pubs avant le film de vraiment regardez les jouets Minecraft, n'oubliez pas de les acheter, adaptés du film, même pas de l'univers autre qui aurait pu être intéressant. Non, du film. D'accord, oui, parce que même pour le film Mario, il y avait plein de pubs pour les jouets Mario Kart, mais c'était logique, ça restait Mario. C'était Mario totalement. Vas-y Lenny. Du coup, c'est une demande pour ton anniversaire l'an prochain pour avoir le Blu-ray Minecraft. Peut-être pour une fois avoir un cadeau de ta part, ouais. Moment émotion. Bon, écoutez, on va partir plutôt sur les adaptations aussi vidéoludiques en général, puisque c'est vrai qu'il y en a certaines qui étaient intéressantes, plus ou moins autour du jeu vidéo, puisque ça peut être autour de l'univers geek, puisque c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais l'univers geek est très très sali dans le film, hein, mais vraiment avec Jason Momoa qui... C'est pire que des Funko Pop. Justement, la comparaison d'écran large a été faite d'ailleurs de Minecraft. Je sais plus ce qu'ils ont dit, mais en gros, ils ont comparé Minecraft au Funko Pop sur la pop culture. Je crois que c'était le film Minecraft est à la pop culture ce que les Funko Pop sont à la pop culture. Oui, un truc comme ça. Donc, au cinéma. Minecraft au cinéma. Ça en dit long. Ah oui, ils ont adoré. Ils ont adoré comme nous, je pense. Mais oui, c'est une vraie pure. Alors, il y a plusieurs. Alors, si on peut parler, c'est vrai qu'il y a plusieurs sortes d'adaptations vidéoludiques. On a parlé, il y a Gran Turismo, juste avant l'émission, on en avait parlé. Donc, des biopics avec Tetris aussi. Oui, par exemple. Gran Turismo, moi, j'ai trouvé ça tenait la route. C'est pas le film du siècle, mais ça tenait la route en tant que film de bagnole. C'est le cas de le dire. Qu'on n'est pas forcément le jeu, enfin, ça allait, quoi. Le film Tetris d'Apple, j'ai trouvé très intéressant aussi, en termes de film d'époque. Que voilà, on apprend que. Un film d'espionnage, en plus. Un programme, ça pouvait avoir autant d'enjeux pour la guerre froide. Moi, j'ai trouvé ça assez appréciable. C'est vrai que le film Tetris, qui est adapté justement de la création un peu, et enfin pas vraiment de la création, mais plutôt de comment elle a été vendue et mondialisée, parce qu'évidemment c'est russe. C'est super intéressant pour le coup. Là-dessus, après le film n'est pas excellent, mais là-dessus c'est vrai, moi aussi j'ai appris pas mal d'anecdotes et je trouvais ça sympa. Donc ça, c'est les adaptations qu'on pourrait potentiellement connaître. Il y a des adaptations vraiment comme un peu Minecraft, c'est-à-dire terre à terre. Moi, je pensais à Silent Hill. Moi, je le défendrai toujours, même si je sais qu'il est un peu long avec sa phase un peu réelle. Le 1, évidemment, Lenny me montre, mais évidemment le 1 il y a le 2 cette année. Enfin, il y a le nouveau Christophe Gans cette année, normalement. Alors, de ce que j'ai vu, je suis déjà un peu déçu, parce que c'est une adaptation littérale de ce que j'ai vu du 2. C'est vraiment l'adaptation du 2, de Silent Hill 2, qui est lui-même un chef-d'œuvre intouchable, et ils vont vraiment l'adapter en cinéma. Et je ne vois pas l'intérêt, alors que j'adore Gans, mais j'ai déjà peur parce que je me dis, moi, Pyramid Head, c'est déjà hyper. En plus, il y a eu le remake il n'y a pas longtemps, donc je ne vois pas vraiment l'intérêt de partir sur encore un film qui va réadapter, remake un peu le jeu. Je pense que ça sent le truc où Konami a mis on sort Silent Hill 2 remaster.
réadapte Silent Hill 2. Et je pense que du coup, Gans a peut-être pris un peu trop de temps dans sa part créatrice. Ils se sont pas dit, tiens, c'est un yes man. Bah non, Gans, c'est quand même un mec qui veut quand même donner sa patte à lui. À ce qui paraît, ils ont encore choisi lui parce que Silent Hill est un des rares jeux. Parce que l'époque des années 2000, c'était catastrophique des adaptations de jeux vidéo. Et on y revient. Et c'était le seul qui s'en était sorti parce qu'il avait compris le jeu qu'il adaptait, il en sentait de l'amour et il a compris l'univers de Silent Hill. Et totalement. Et on peut le ressentir aussi dans d'autres adaptations en ce moment. Je veux dire, par exemple, Sonic 1, les trois, voilà, je suis pas pour les trois, obligatoirement, parce que ça devient une vraie licence de film, ce que je ne pense pas que ça devrait être, évidemment. C'est le jeu vidéo qui devrait être privilégié. Mais par exemple, Sonic 1, moi, j'ai trouvé ça plutôt bien. Tu vois, tu sentais le respect du personnage, tu sentais à l'écoute aussi des joueurs. Oui, Lenny ? Le respect du personnage après que les gens aient gueulé comme des malades et qu'un studio soit fermé, c'est... À l'écoute aussi des joueurs, c'est ça. J'enchaînais là-dessus, tu m'as coupé la chic. Oui, mais parler de respect quand un studio véritablement a dû cruncher pour se faire virer la gueule avant que le film sorte... Oui. Et faire doubler Sonic par Malik Bentala. Voilà. Même si j'aime bien Malik Bentala. Oui, avec les parodies... Non. Mais Swank... On t'aime, Swank. Oui, puis il y a Jim Carrey. Jim Carrey, voilà, c'est un petit bonbon. T'as l'impression que c'est un petit bonbon d'enfance. Là, tu vois, ça fonctionne, le côté un peu en fait, film pour enfants, et moi, j'y vais aussi. Je trouve que si on parle un peu de Sonic, ce qui marche dans Sonic, c'est Robotnik, et non Sonic, et c'est un petit problème. Après, bon, ça va. Le 1, j'ai trouvé ça plutôt mignon. Tu vois, plutôt mignon. J'ai pas, encore une fois, sauté de joie devant. Mais je pense qu'on a eu beaucoup de sympathie parce que le trailer, le fameux trailer... Oui. On avait tous tellement peur de l'accident industriel quand on y est tous allés en moonwalk. C'était même plus un reculon qu'on y allait, c'était en moonwalk. Et qu'on s'est dit, en vrai, ça va. Oui, je pense qu'il y a de la sympathie. Il y a peut-être un peu de ça. Mais bon, pour l'avoir revu, je trouvais ça ok. Tu vois, c'est un bon petit divertissement passé. Alors, il y a un film aussi, toi, techniquement, que tu es capable de revoir assez facilement autour d'une bonne bière et des potes. Alors, oui, c'était avec Evan. On a regardé récemment, il y a vraiment 2 semaines. Ah ouais. Mortal Kombat de Paul W.S. Anderson, le réalisateur des adaptations de Resident Evil. Ce film-là, c'était un peu l'origine du mal des adaptations de cinéma. Parce que, hélas, le film a marché, mais en vrai, il y a un truc kitsch. Oui. Christophe Lambert en Raiden. Oui. Christophe, si tu regardes, cœur, t'es le meilleur. T'es pas obligé de regarder en l'air, il n'y a pas beaucoup de caméras en l'air. Mais si, parce que c'est le dieu du tonnerre. Je regarde les nuages, voyons. Avec son fameux rire. On aime bien. Et en vrai, c'est très très kitsch. Et en fait, c'est vraiment une adaptation ratée parce que les scènes de baston sont nulles et il n'y a même pas de gore. Donc, ils n'ont même pas compris le matériau de base qui est très simple. Oui, c'est juste. En plus, vraiment, le matériau de base à la base, c'était vraiment limite un cliché, enfin une copie d'un jeu de combat. Et juste, ils se sont dit, mais tiens, si on rajoutait les fatalities, idée de génie. Et idée de génie, parce que du coup, tout le monde voulait faire les fatalities. Ben oui, mais du coup, eux, ils ont pas compris, c'est que le lore est vraiment nul à chier de Mortal Kombat. Enfin, surtout de cette époque-là, en 95. Ça veut rien dire avec l'outre-monde, les 10 combats, mais t'as le droit de gagner 9 combats d'affilée, mais s'ils perdent le 10e, ils ont perdu pour tout le temps. Les ninjas chinois, faut pas oublier qu'il y a des ninjas chinois. Ah ouais. Mais les effets spéciaux, ils avaient 18 millions de dollars de budget, on est en 95, et ils se sont dit, allez, banco, j'en fais tout le temps, va y avoir la chaîne de Scorpio qui lui sort par la main et qui l'envoie, c'est un des effets spéciaux les plus moches qui existent. Mais ce qui se passe, c'est que Minecraft a peut-être battu là. Mais en fait, ce qui dégage de vraiment de Mortal Kombat, c'est une véritable sympathie parce que le film, il a pas non plus, il est pas prétentieux. Mais ce qui est encore plus marrant, c'est les anecdotes de tournage. Par exemple, pour Johnny Cage, parce qu'il y a, quand tu dis que la star du film c'est Christophe Lambert, tu te doutes que le casting. Bon, vous savez qui était le premier choix de la prod pour jouer Johnny Cage dans ce film? Logiquement, j'ai envie de dire JCVD, Jean-Claude Van Damme. C'était le deuxième choix. C'était le deuxième choix. Quel était le premier? Tom Cruise. Non. Et ils ont vraiment demandé à Tom Cruise? Oui. Non. Si. Ils ont eu l'audace. Avec 18 millions de budget, les mecs vont voir Tom Cruise et faire franchement, Mortal Kombat. Tu sais, Tom Cruise, il a dit ouais, là, je suis en plein de tournage de Kubrick, faites pas chier. Et il devait y avoir aussi un caméo de Spielberg, lui aussi, il était à la piscine. Et il avait aquaponé. Il avait aquaponé. Et je crois qu'il y avait aussi des rumeurs où pour Raiden, ils avaient pensé à Sean Connery. Oh non, mais.
C'est génial. C'est génial. En fait, ils ont vu Highlander et ils se sont vraiment dit oh, c'est génial ce film. Ils ont vu Mission Impossible. Oh là là. Ils ont juste oublié de mettre un bon réal, par contre, à la barre. Ouais, non, mais putain. Mais en vrai, il y a une loose, mais une sympathie qui s'échappe du film, qui est vraiment très communicative. Moi, je vous le conseille. Vraiment, un soir, bière, pote. Peut-être pas le premier film de la soirée, mais vous allez voir, vous allez vous éclater. Vraiment, les décors, tu vois, qui se terminent au bout de la caméra, quoi. Ils dépassent pas d'un centimètre. Oui, non, mais c'est vrai en plus. Et les chorégraphies sont nazes, mais au moins tout le monde fait des saltos et ça. Oui, chouette. non, mais je confirme là-dessus. T'avais une petite proposition, Lenny, toi, de film d'adaptation vidéoludique ? Bah absolument, c'est vrai que mine de rien, comme on l'a dit, le jeu vidéo et le cinéma, ça revient pas mal en force, et dans le jeu vidéo, il y a toujours eu beaucoup d'intérêt pour le monde du cinéma. Et moi, un film qui m'a quand même marqué, même si je suis pas spécialement très connaisseur de l'année de licence, c'est Warcraft le film. Warcraft le film, mine de rien, pour moi, qui est une proposition assez généreuse en termes de divertissement, qui a essayé plein de choses, et notamment en apprenant un peu plus sur les coulisses du film, notamment grâce à la vidéo de Geoffrey de Écran Large. On apprend notamment que le réalisateur a dû se battre contre les producteurs pour montrer que non, c'est pas juste le film binaire que vous pensez où il faut qu'il y ait des gentils humains, les méchants orques. Faut qu'on montre également le point de vue qui est un peu plus... Oula, mon micro c'est barré. Mon micro est parti du côté des orques. On t'a encore censuré. Tu dis encore de la merde. Je ne fais que ça. Mais pour résumer, c'est que véritablement le réalisateur a dû se battre pour ce film-là. Malheureusement, même si ça a été rentable sur... le territoire mondial, ça n'a pas suffi pour avoir une suite, alors qu'il y avait plein de pistes qui étaient données, que la saga et que tout l'univers de Warcraft aurait pu donner énormément de choses. C'est un peu une tristesse parce qu'on voit presque le début d'une étincelle qu'aurait pu prendre, qui ne prend pas, mais qui malgré tout reste assez intéressant et surtout... très divertissant. Oui, j'avais trouvé ça aussi pas mal divertissant. Oui, les effets spéciaux de Warcraft, les orques, c'est vraiment dingo. Ouais. On est 10 ans plus tard, je trouve. Pas pris une ride, ça serait un peu mentir, mais c'est toujours aussi solide et on y croit vraiment assez. En plus d'avoir une scène similaire au film Minecraft avec une porte gigantesque, des monstres qui sortent et un grand méchant qui est voûté avec une cape sur la tête. Tout à fait. Oui, Ellie. Warcraft, moi je l'ai vu il y a longtemps, mais j'en garde un bon souvenir et je connais pas du tout pourtant le matériau de base et j'aurais été très curieuse de voir une suite qui malheureusement n'arrivera jamais. Puisque c'est vrai que ça a été soumis quand même assez souvent, mais malheureusement évidemment au vu du bid, c'est pas possible. Alors Ellie, toi tu vas proposer un film plus autour de l'univers geek, puisque bon c'est plus un jeu de plateau, mais ça rejoint évidemment ses adaptations, puisqu'on rejoint un peu ses univers. À la Warcraft, on a fait une belle transition. Un film que moi j'ai particulièrement aimé, Donjons et Dragons, qui je pense est l'un des meilleurs blockbusters. Il est sorti l'année dernière. En 2023, oui. 2023, pardon. Et oui, c'est plus l'année dernière, mais j'avais adoré Donjons et Dragons, j'avais trouvé ça vraiment un super divertissement. Mais alors vraiment, moi aussi, un bon film avec Chris Pine. C'est d'ailleurs partie des premiers films que j'ai inauguré avec mon Cinépass. Ah bah voilà, on y revient. Faut pas trop en parler. Alors le Cinépass, c'est possible au Cinéma Luxe de l'utiliser, n'oubliez pas, on vous le dit, c'est vrai. Et du coup, j'ai excellente surprise. Pareil, je connais pas du tout le matériau de base et ça m'intéresse pas plus que ça. Mais le film en soi, il est vraiment plein de générosité, plein de joie de vivre et de sincérité aussi, j'ai trouvé. Et il y a des trucs chouettes dans la mise en scène, genre tout le truc avec le miroir qui fait comme dans Portal. Qui est pas juste là pour faire un clin d'œil, mais qui sert vraiment à quelque chose dans l'histoire et qui est bien trouvé. Enfin, j'ai trouvé ça super. Les persos sont super attachants. Le perso joué par Michelle Rodriguez, que moi j'ai du mal avec cette actrice, mais par contre dans ce film je la trouve incroyable. Oui, parce que là le cliché de l'actrice qui joue toujours ce genre de personnage, là ça fonctionne. Là ça fonctionne, et puis elle est hyper badass en combat. Les phases de baston, elle met la pâtée à tout le monde et c'est hyper classe. On retrouve René Jean Page aussi dedans, qui était dans The Insider. Et puis le film dès le début il fait une tentative d'évasion alors qu'il allait se faire libérer, et puis quand on connaît pas, il dit mais pourquoi il attend à ce point ce monsieur, il le connaît personnellement, et en fait il saute par la fenêtre avec. C'est le début du film, ouais. Mais non, franchement c'était une très bonne adaptation qui malheureusement pareil n'aura pas de suite, alors que potentiellement c'était... Après le film a cartonné sur Netflix aux États-Unis. Du coup il y a
potentiel pour plus tard. Je sais pas, parce que on verra, c'est vrai, mais peut-être ça sera remis sur le tapis, mais peut-être dans un petit moment. Mais on l'espère, en tout cas, ça c'est sûr. Oui, Joshua. Oui, et là, c'est ce qui fait pas rentrer forcément d'argent aux distributeurs, excusez-moi, Netflix. Ça aurait été plus fort si ça aurait été des DVD ou plus de la location VOD. Mais surtout, moi, ce que j'adore, c'est dans ce film-là, Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, c'est le méchant joué par Hugh Grant. Ah oui, génial. Il est d'un cynisme délicieux. Il est extraordinaire en sorte de politicien. Ah ouais. Un peu vieux beau et tout, mais génial, il est esqui. Et puis, pour faire vraiment le gros geekos qui aime bien mettre ses petites refs, et on a les voix de JDG, de Seb aussi. Ah, cette séquence avec la fameuse cimetière. Séquence dans le cimetière où hilarante. Qui réanime tout le monde. Souvent, la décision la plus lourde à prendre pour un chef est de battre en retraite. Qui était dans une scène de guerre et qui leur demande quel est le dernier souvenir qu'ils ont d'un objet qu'ils recherchent. Et tout le monde se dit je m'en souviens pas, j'ai été tué. Et voilà, bon bref. C'est un running gag qui fonctionne super bien dans la scène. Il faut le voir, je pense. Donc là, vous avez pareil, plein de films à découvrir. Évidemment, pour accompagner tous ces petits conseils, repartons quand même sur la musique de Minecraft qui nous donne une petite dose de nostalgie. Mais où est-ce qu'il est, ce con de Birchman? Qu'est-ce qu'il fout? Et le retour, évidemment, on a parlé de jeux vidéo, partons désormais sur un jeu, le retour du jeu après des cartes blanches, ça faisait longtemps, vous l'attendiez, je le sais, dans les commentaires, vous n'arrêtiez pas de dire « Il est où le jeu ?» Il est là. Et je vous propose un juste prix cette fois-ci, Joshua, un vrai juste prix. C'était pas moi. Là, je vous propose cette fois-ci un juste prix sur les notes des films et plus particulièrement évidemment les adaptations de jeux vidéo en film, de savoir les notes. Alors il y en a, ils vont être appréciés. Alors évidemment on parle sur IMDb, ça sera des notes sur 10. Vous pouvez faire les virgules puisque évidemment les moyennes sont en virgule sur IMDb, pardon. Donc, quand je vous donne le titre d'un film, je vous donne évidemment l'année, comme ça vous situez à peu près l'adaptation, puisqu'il y a plusieurs adaptations de Mario, par exemple, ou plusieurs adaptations de Mortal Kombat. Donc, je vais vous donner l'année, et ensuite, vous essayez de me donner le juste prix. Quelle est la note exacte qu'a reçu ce film sur IMDb? Tout le monde a compris? Ce sera au tour par tour. Ouais. Oui, Aline? Est-ce que tu pourrais peut-être définir ce que c'est les notes IMDb pour ceux ou celles qui ne savent pas? C'est les notes en soi critiques, en effet, des spectateurs qui ont donné la moyenne. Là, je vous demande évidemment la moyenne de ces notes, comme Letterboxd, comme Allociné. Voilà, c'est vraiment une moyenne, mais plus IMDb, c'est la note presse ou la note spectateur? Spectateur. Merci beaucoup pour cette information. Mais de rien. Alors. Le premier film, oui, en effet, adapté d'un jeu vidéo, évidemment un classico, le Super Mario Bros, mais de 93. Lenny, quelle est ta note juste prix? Je dirais 4,9. 4,9. 1,4. 1,4, Marion? 6,7. Non, 6,7. Les gars, on parle de Super Mario Bros qui croise le monde de Mad Max à Gotham City. Les gens jouaient sinon. Le mec, il influence déjà. Il influence déjà. Evan? Ce film existait. 4 tout pile. 4 tout pile, ok. Ellie, vas-y. Moi, je n'ai pas du tout vu le film, mais je connais sa réputation. Du coup, je dirais 3. 3, ok. Aline? 3,8. 3,8. Et le gagnant est, sans taper sur la table, c'est Evan. C'était 4,2. Bravo! Incroyable. Un point pour Evan, qui va potentiellement gagner ce jeu encore. Ensuite, Lara Croft, une autre icône du jeu vidéo, mais Lara Croft de 2001. Donc vraiment avec Angelina Jolie. Là, on fait l'inverse. Ellie? Ça me fait penser que Tomb Raider aussi, j'avais bien aimé celui de 2018, je crois. 2016. 2016, ouais. qui est pas mal du tout finalement. Ça va, ça va. Voilà. Et là, du coup, celui-là, tu lui mettrais quelle note en moyenne? Il y a longtemps. En moyenne, attention, des autres. Pour le coup, je trouve pas ça terrible, donc je dirais 5. 5, ok. Aline? Réflexion. Je me rappelle quand je l'ai vu. J'étais chez moi, autour d'un petit café. 4,7. 4,7, d'accord. Evan? Je sais pas, ça me paraît chaud quand même. D'accord. Réfléchis. 3,7. 3,7, d'accord. Pour vous, il a vraiment pas été apprécié. Marion? 5. 5. 5, c'est comme Ellie. Oui. Alors 5,3. 5,3, ok. C'est ce que je voulais dire. C'est vrai?
Bah, tu peux dire 5,4 ou 5,2. Je vois qui dit les scores. Non, vous trichez pas. Hein. Non. Ah oui, ok. Les scores des autres, pardon. Attention. Oui, Joshua. 4-4. 4-4. Putain, mais rien à voir. Tu nous as dit que t'allais prendre un... Bon, bref. Il m'énerve. Ça sera coupé au montage. Lenny. 6,3. Est-ce que tu peux me remontrer un petit peu tout le monde? Il me semble que, et de toute façon, je pense que je l'avais. C'est Marion qui est la plus proche, 5,7. IMDb, ils sont beaucoup trop sympas. Et oui, des fois, il faut. Venom à 6,5 quand même sur ce site. J'avais oublié. C'est vrai. Eh ben, ça arrive des fois. Bah justement, on en a parlé. Warcraft de 2016. Oh bah 9,9. Hein. Joshua 9,9. 6,7. 6,7. Marion. 5,8. 5,8. Ellie. 6,5. 6,5. Evan. 6,8. Ça a été dit 8. Non, 6,7 a été dit. Salaud. Lenny. 6,9. Hein. 6,9. Oh, on peut l'applaudir, hein, bravo. Si vous nous écoutez à Lyon, bisous à vous. Aline qui veut interagir juste après, qui adore cette blague. 6,2. 6,2. Elle est au tennis. Chères dames, chers messieurs, nous avons un juste prix. Oh. Bravo. Un juste prix incroyable. Et c'est Evan qui a le juste prix. Oh, bravo. 6,8. Le bravo. boss. Okay. Incroyable. Donc du coup, tu as 2 points. Je m'en sors bien. C'est incroyable. C'est vraiment beaucoup d'émotions là que tu nous offres. On va partir sur peut-être. Allez, je vous donne un petit indice. Moins bon. Alors. Merci. Bien vénère. Alone in the Dark. Alone in the Dark de 2005 de Uwe Boll, qui est vraiment considéré, alors je vous donne un petit indice parce que tout le monde ne voit pas forcément, mais vraiment considéré comme un des pires films de tous les temps. Donc là on peut avoir un juste prix, à vous de voir, jauger. On va commencer par Lenny. Allez, 2,9. 2,9. Joshua. 1,9. 1,9, ok. Evan. 2,4. 2,4. Je pense. Ellie. 1,2. 1,2, ok. Aline. 1,7. 1,7. Marion. 1,5. Nous avons un juste prix, encore une fois. Ça va être encore Evan. Et c'est Evan. Ah, le pass 2,4. Il est très très fort. C'est Monsieur IMDb lui-même. Oh putain, il gagne vraiment. J'ai gagné sur ceux que j'ai pas vu. Il a même pas vu les films et il gagne. Allez, un film qu'on a discuté tout à l'heure, qui est pas forcément le plus apprécié, mais bon, en tous les cas par moi oui, c'est Silent Hill de 2006. Quelle note a-t-il reçu pour vous? Marion, on commence par toi cette fois-ci. 6,4. 6,4. Joshua. Difficile parce que je sais qu'il a été beaucoup apprécié en Europe, mais aux États-Unis, il n'a pas été trop apprécié. Et vu qu'il n'y a pas d'action, ces gros cons sont capables d'avoir moins bien noté que Lara Croft. C'est vrai. Moi, je dis juste... J'affirme tout ce que tu vas dire. 5.1 comme le Dolby. Oh. Quelqu'un nous fait un set... Pardon. Trop d'émotion avec cette blague incroyable. Lenny. 6,1. 6,1, d'accord. Aline. Alors attention, réflexion. 6,9. Oh, bravo, bravo. On refait la blague? Non. Ah oui, c'est vraiment plus. Evan. 6,9. Et il a refait. Et sinon, ok. Et vous connaissez la blague dans le... Non, arrête, on va le perdre. Arrête. Oh merde. Oui. Il adore la blague de Ruquier pour ceux qui l'ont. Elle me fait rire. Eh ben... À tous les coups. C'est pas elle fait rire, c'est le fait rire à tous les coups. Attends, je vais dire une note, sinon je vais crever là. 6, 5, 6,5, ouais, 6,5. Tout pile encore. Ellie. Je sais pas du tout, alors je vais juste dire 4. 4. Comme Ok. David Jones. Pourquoi pas. On a encore un juste prix. Bravo. Et c'est Evan. Non mais arrête de mentir. Je te jure que c'est vrai, 6,5. Evan,
Faut quand même que tu leur montres la boule de cristal. Là, clairement. Ou carrément monte tes boules. Allez, on est dans le thème là depuis quelques minutes. On exclut. Vous adorez ça dans On n'est pas filmé quand on fait des blagues beaufs. Alors on y va. Allez, Donc là, on joue tous pour la deuxième place. Oui, là, vous jouez pour la deuxième place. Allez, le dernier. Moi, je réponds après Evan pour avoir bon. Un autre film culte, Street Fighter de 94 avec Jean-Claude Van Damme. J'ai un peu de sympathie pour ce film. Oh mince. Alors là, on va voir si ça influence. La VF est cool. J'en ai pas la moindre idée, donc 6. 6, d'accord. On va pas partir sur eux parce qu'ils sont partis en fou rire. Ils sont morts. Marion 4,2. 4,2. Ok. Mon micro est parti aussi. Oui. Non, c'est bon. Je vais dire 4-5. 4,5. Joshua 4,7. 4,7. Evan 4K. 4-4. 4,4. Ok. 1 du coup. Aline 4,9, ça a été dit? Non. Eh ben 4,9. Ok. Vous savez que on n'a c'était pas le scénariste de juste Die Hard pour ce film. Die Hard Ouais, voilà. Et c'était 4,1. Du coup, c'est Marion qui était la plus proche. Bravo. Et je crois que c'est Marion, du coup, deuxième place. Bravo. Et Evan, évidemment, tu as gagné. Tu as gagné une place pour voir Minecraft, le film. T'es content? Ça, c'est pas un cadeau. Non, c'est pas vraiment un cadeau. Bah écoutez, merci beaucoup pour ces chroniques et cette participation aussi à cette émission. Merci beaucoup, Lenny, aussi à la technique. Bah écoute, toujours un plaisir, en espérant comme à chaque fois qu'on termine une émission que la prochaine fois j'irai voir un film et je pourrai en parler en bien. Oui, j'espère aussi. Il y a eu un petit croisé de doigts de la part d'Aline. Merci Joshua aussi pour cette participation et encore ces fous rires, évidemment. Je suis là pour ça. Pour Lenny, il y a bientôt Thunderbolts qui sort au cinéma dans l'indifférence la plus totale. Tu vas peut-être adorer. Tout à fait. Merci beaucoup Ellie aussi pour ta chronique et pour cette participation. C'était aussi un plaisir. Bah, merci à vous aussi. Et toujours un plaisir. Bah, plaisir partagé évidemment. Merci beaucoup Evan en plus pour cette belle critique que tu nous as faite. Bah, pas de souci, c'est normal. Bon, parfait. J'espère que tu vas nous finir avec cette petite blague de Laurent Ruquier. On arrive juste après. Hein. Regarde-la, tu te la remets en tête. Si, tu l'as fait. Et Aline, merci beaucoup aussi pour cette participation. De rien, je comprends, le plaisir est pour moi. D'accord. Bon, garde-le pour toi. Et évidemment, merci beaucoup à Marion, à la régie. Toujours un plaisir d'avoir une technique aussi impeccable. Bah non, mais c'est surtout d'être arrivé deuxième au jeu. Moi, ça m'a fait ma journée. Bon, parfait. Écoutez, merci beaucoup. Et comme dirait Laurent Ruquier en pétant... Et où est-ce